Ouais, la voiture, qui m'a heurté, tout l'avant s'est encastré dans le pare-brise, brisé. Et moi je suis là, debout, allant parfaitement bien, confus. Mais je me suis dit, je vais juste rentrer à pied. C'est trop bizarre. Je peux pas gérer ça. On dirait bien un truc qui se passerait à Austin. Et ils ont aussi dit que les choses que vous avez vues, vous les verrez dans cette vie. Et j'ai vu une grande partie de ce que j'ai vu sur ces images. Personne n'a 100% raison sur tout. Parce que nous avons le libre choix. Parce que nous avons le libre arbitre. Salut tout le monde, j'espère vraiment que cet échange vous plaît. Et une chose que j'ai remarqué récemment, c'est que la plupart d'entre vous n'est pas abonné à notre chaîne YouTube. C'est gratuit et ça nous aide vraiment beaucoup. Alors si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez ce contenu pour qu'on puisse continuer à élever la conscience de la planète. Merci beaucoup et retournons à notre discussion. Bienvenue, Gary L. Wimmer. Comment allez-vous? Très bien. Et je suis extrêmement honoré. Merci de me recevoir. Absolument, mon ami. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Nous allons parler de votre expérience de mort imminente et du livre que vous avez écrit, Une seconde dans l'éternité, ainsi que de votre autre ouvrage également, dont je ne sais absolument rien pour l'instant, celui sur la cure pierre et autre chose de ce genre. Nous aborderons tout cela un peu plus tard. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de votre expérience de mort imminente, comment était votre vie avant? Votre décès, avant d'avoir cette expérience de mort imminente? Eh bien, je suppose qu'elle était plutôt intéressante. J'étais le troisième de 7 frères. J'avais 2 frères aînés et 4 plus jeunes. Nous avons tous été élevés dans la religion catholique. J'étais enfant de cœur, je connaissais toute la messe en latin et j'avais un grand intérêt pour Dieu et la spiritualité. Cependant, quand la puberté a frappé, j'ai dit qu'il fallait que je dise au revoir à l'Église catholique. J'ai essayé d'expliquer ça à ma femme et elle ne le comprend pas. Alors vous vous disiez, non, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Un long convoi. Aucune idée. Disons de 13 à 17, 18 ou peut-être 40? 13,70. 13 à 70. Violent. Ouais. Puis la puberté est arrivée et l'église, c'était fini. Ouais. Je ne supportais tout simplement plus l'Église. Je me suis dit, vous ne pouvez même pas gérer la sexualité humaine. Et donc j'ai commencé à l'université, commencé à lire beaucoup Edgar Cayce et Madame Blavatsky et Ruth Montgomery et ses autres. Médium et spiritualiste, et surtout Edgar Cayce. Ça m'a complètement bluffé. La première fois que j'ai eu une idée du fonctionnement réel de l'univers qui avait du sens, c'était une question de cause à effet. Vous savez, une dame à la fac a fait mon horoscope et elle a décelé en moi d'importantes capacités psychiques naturelles. Or, j'étais ingénieur électricien. J'ai obtenu mon diplôme en 1970. Ce n'était que du travail dans la défense, quand j'ai eu mon diplôme. Pour le Vietnam, j'étais objecteur de conscience. J'ai alors déménagé à Austin. Comme je vous le disais, c'était vraiment pas cher à l'époque. Très, très méconnu. Un abri de marginaux. C'est pour ça que la ville dit de garder Austin bizarre, parce que tous les marginaux du Texas viennent s'installer ici. Artiste, musicien. Comme dit Matthew McConaughey, c'est la myrtille dans la soupe à la tomate. Ça l'est vraiment, vraiment. Ouais, ville jadis sympa et abordable. J'ai commencé à jouer de la musique. En fait, j'ai commencé la guitare en 63, 64, l'époque où les Beatles ont percé. J'étais un plutôt bon guitariste solo. Et je me souviens avoir regardé George Harrison chez Ed Sullivan en regardant son poignet, me dire « Ouah, je joue ça exactement comme lui. » Et j'ai appris à l'oreille. Donc, j'étais un guitariste solo assez accompli. J'ai fait l'université, j'en suis sorti ingénieur en électricité. Et j'ai servi 2 ans comme objecteur de conscience à l'Austin State School. Une fois diplômé, je ne voulais pas de la défense. Alors j'ai commencé la musique. J'ai traversé pas mal de dépressions parce que je n'étais pas un bon chanteur. Et c'était surtout du travail vocal au début des années 70. Et j'ai traversé pas mal de dépressions. Je suis bipolaire, comme je l'ai découvert plus tard. Mais je sentais profondément que malgré mes rudes épreuves et ma voix, je finirais bien par percer d'une certaine façon. Il le fallait absolument, sans quoi je serais devenu fou, ce qui finit par arriver. Mais en 1977, j'ai quitté un groupe. J'avais besoin de faire une pause. Je m'étais senti bizarre toute la journée.
C'était le 31 janvier 1977. J'ai quitté le groupe, j'avais besoin de faire une pause. Je suis retourné vivre dans un duplex avec mes 2 colocataires que je ne connaissais pas très bien. Ce soir-là, les prémonitions ont débuté. Mes colocataires, sur mes voisins au bout du couloir qui nous parlaient, ce qu'ils allaient dire, je l'entendais avant qu'ils ne le disent. Ça devenait bizarre. Le lendemain, j'ai essayé d'aller dormir cette nuit-là. Le jour suivant, j'ai passé la nuit debout à réfléchir, anormalement intense. Le lendemain, mon colocataire est entré en lisant le journal et j'ai vu les gros titres à travers ses yeux. Et il a balancé le journal sur la table. Je l'ai regardé et j'étais plutôt sous le choc. C'était exactement ce que j'avais vu. Il me regardait. « Est-ce que ça va ?» Ça a continué pendant les quelques jours. Suivant, c'est devenu de plus en plus intense, vraiment. Au magasin, j'ai ressenti les pensées des gens. Sans preuve, je savais que c'était trop puissant. Pourquoi cela arrivait-il? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes allés dans un bar ce soir-là, le Soap Creek Saloon, qui se trouvait par ici, dans et à Austin. On est sortis ce soir-là, Brendan, mon colocataire et moi, et c'était trop fort pour moi. La musique. Je suis allé dans la zone du bar, où les gens jouent au billard. J'avais juste envie de calme et de tranquillité. Et j'ai pensé à aller me promener dehors pour prendre l'air. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé transporté à l'extérieur et ces gens marchaient à travers moi. Et là, ouah, j'ouvre les yeux. Je suis toujours sur le tabouret de bar. La porte s'est ouverte et ces gens sont entrés. Habillés exactement comme je les avais vus un instant plus tôt. Ouah, c'est bizarre. Alors j'ai essayé à quelques reprises et je pouvais le faire. Mon colocataire est arrivé, il m'a demandé ce que je faisais et je lui ai parié $5 que je pouvais deviner. Après 2 bonnes réponses, il a cru que je trichais en sortant dehors. Ça l'a complètement déconcerté et il est parti. Aucun de nous n'oubliait cela. Les jours suivants, cette intensité a commencé à monter en flèche. Quelqu'un m'appelait et disait « Lobby, terminé ». Je regardais mon horloge et elle faisait un bond en avant de 2h17. Et je voyais exactement à quelle heure ils arrivaient, puis l'horloge faisait un bond en arrière et ça, c'est devenu normal. J'avais peur. Bien sûr, ça semble étrange. C'était très étrange. Déconcertant. C'était très étrange. Je n'arrêtais pas de ressentir ça. C'était comme si des anges gardiens veillaient sur moi. Je les appelais les observateurs, ou ils s'appelaient eux-mêmes les observateurs. Et on s'est mis d'accord sur ce terme. Invisible mais présent. Et c'était un peu de protection, un peu de sécurité. Je me disais, waouh, quelque chose savait ce qui se passait. Parce que moi, je ne savais rien. Ça a commencé à s'intensifier de plus en plus. Par exemple, nous sommes allés dans un restaurant, Brendan, mon colocataire et moi. Et il est inquiet. Il m'a vu subir ça pendant plusieurs jours. Il ne comprenait pas, moi non plus. Face à ces questions, j'ai décidé de lui montrer. Alors il y a 2 femmes tout au fond du restaurant, et je lui ai demandé s'ils connaissaient l'une ou l'autre. Je ne pense pas. J'ai dit, moi non plus, non. Je vais faire en sorte que la brune, là-bas, celle qui nous tourne le dos, m'écrive une lettre. Quoi? J'ai dit, elle va devoir m'écrire une lettre? Tu veux que je te montre ce que je vis? On a commencé à dîner et il a tout oublié. 10 minutes après, les 2 femmes sont passées et la brune a jeté une serviette sur la table. Je n'oublierai jamais ça. En grosses lettres épaisses, des lettres noires, elle avait écrit « Pourquoi me fais-tu ça ?» On était tous les 2 sidérés. J'ai voulu la rattraper hors du restaurant pour lui demander « Comment tu as pu capter ça ?» Parce que quand je me disais « Écris-moi une lettre », j'ai reçu comme un petit faisceau laser direct vers elle, comme avec l'air, dans un avion. Dans l'allée, pour lui faire savoir que c'était bien moi, sans la regarder ni lui parler, et la raison en était qu'il n'y avait plus de neutralité. Soit je percevais des choses en train de se produire ou sur le point d'arriver, soit j'interférais avec le cours des choses, et je pouvais fixer un inconnu à 3 pâtés de maison, et penser « gratte-toi la tête et montre ce bâtiment du doigt », et la personne le faisait. Et je me demandais « est-ce que c'est moi qui l'ai provoqué ?» Ou bien je savais que cette personne était sur le point de le faire, et j'étais incapable de faire la différence. C'était obsédant. Je ne distinguais plus l'action du témoignage. Beaucoup de choses précédaient votre UMI. Que s'est-il passé le jour ou la nuit de votre expérience de mort imminente? Oh, pardonnez-moi.
Lors de votre mort, qu'est-ce qui a provoqué cette EMI? Eh bien, ça s'est intensifié jusqu'à ce que je sois absolument terrifié. En même temps, je me sentais très éclairé, mais je ne pouvais pas le gérer. C'était trop. Impossible de l'arrêter. Je descendais la rue Guadalupe à Austin après une semaine de ça, et j'étais en train de prier et de pleurer. Les piétons me regardaient bizarrement, mais je m'en fichais. J'étais au bout du rouleau. Et au point culminant de cette supplication à l'univers pour qu'il m'aide, d'un seul coup, je n'ai plus eu la moindre peur et j'ai eu chaud. Au beau milieu de février, j'ai levé les yeux et il y avait cette lumière immense comme un grand projecteur, braqué droit sur moi. Incroyable, j'ai regardé autour. Personne dans la rue ne l'avait remarqué. Ils sont toujours en train de me fixer parce que j'agissais bizarrement en pleurant et en priant sur le trottoir. Peu importe. C'était trop réel. J'ai relevé les yeux. C'était à une distance fixe. Je me souviens, environ 5 ou 6 pieds. Bizarrement, j'ai d'abord pensé, ouah, si j'avais une échelle, je pourrais monter et toucher ce truc. Bref, tout d'un coup, la lumière semblait descendre tout droit de la paume des mains. De 7 sortes de figures de moines vêtues de robes blanches. Je ne voyais pas leur visage, mais ils portaient une sorte de robe blanc cassée. C'étaient bel et bien les observateurs. « C'est vraiment vous ?» Ils m'ont alors demandé si je leur faisais confiance. J'ai répondu que je me sentais totalement perdu, parlant tout seul devant la foule entière. C'était, à leurs yeux, la chose la plus réelle que j'ai pu voir de toute ma vie. Bref, ils m'ont demandé à plusieurs reprises « Nous fais-tu confiance ?» Pour faire court, j'ai fini par dire « Oui ». Pour faire encore plus court, 1 seconde ou 2 plus tard, j'étais percuté de plein fouet par une voiture qui fonçait. Et tout d'un coup, je suis en dehors de mon corps, en train de regarder mon corps se faire renverser par la voiture. Alors, toute la ville d'Austin est devenue un petit point. Puis j'ai commencé à m'étendre dans toutes les directions. Plutôt ballon que flèche. En un rien de temps, j'ai vu. J'avais oublié l'accident de voiture. Moi, c'était devenu totalement sans importance. La Terre entière est entrée à l'intérieur de moi, puis des galaxies et des planètes. Parce que je m'étendais spirituellement et psychiquement vers l'extérieur, mon corps était toujours étalé sur la rue Guadalupe. Mais très vite, je n'ai plus eu conscience de moi, juste de cette pure, belle sensation. Je ne saurais dire à quel point c'était grisant, quelle ivresse, totalement sans peur. Je me sentais protégé. Je n'avais aucune idée d'où j'allais, ou à un moment donné, plus aucune idée de qui j'étais. Et puis, je me suis étendu au-delà de toutes les limites de cet univers. Et j'ai traversé un concept, un niveau de conscience que j'ai personnellement, appelé les couleurs. Parce que j'avais l'impression que lorsqu'on arrive sur cette planète, et c'est ce que j'ai découvert sur la façon dont nous naissons, notre âme converge depuis tous les confins de l'univers. Pardonnez-moi, amis physiciens, je sais qu'il n'y a pas de bord, mais vers le point de naissance de la mer. Et quand nous partons, c'est comme ça que l'on sort. Ce n'est pas comme une flèche, c'est un gros ballon qui se gonfle prenant une empreinte. De l'univers au moment où nous entrons et où nous sortons. J'y assistais, j'étais en plein dedans, ignorant que c'est moi. Et tout à coup, je suis sorti des confins de cet univers, j'ai traversé les couleurs, qui est un royaume qui nous a donné. La capacité d'utiliser nos sens, nos connaissances et notre incarnation pour comprendre le processus même que nous avons choisi pour arriver jusqu'ici. On peut, grâce à nos choix et par la pratique, apprendre cela. Et à travers ce niveau de conscience que je ressentais comme s'appelant, les couleurs qui nous donnent la capacité d'utiliser nos sens. Quand nous sommes en vie, là, je vivais tout ça en m'étendant, et tout d'un coup, je me retrouve au bord de l'univers. Et j'ai eu l'impression de sortir d'une petite étoile, là-haut, dans un ciel étoilé. Des milliards d'univers illimités. Et c'est de celui-là que je suis sorti. Bon sang, il y en a partout. Et d'une certaine façon, ces univers semblaient s'envelopper dans la plus belle description que je puisse faire. Un tunnel de lumière, parce que ça ressemblait vraiment à un tunnel de lumière. Des nuages argentés qui tournent. Je le traverse. Ignorant qui je suis, mais sans aucune peur du tout. Et c'est vraiment agréable. C'est incroyable. Et puis je suis sorti de l'autre côté de ce tunnel et je suis dans ce grand vide infini et bleu. Et je le reconnais immédiatement comme étant l'esprit infini.
Esprit infini sans jugement. Il a toujours été, il le sera toujours. Et il y avait donc deux possibilités avec l'esprit infini. Soit il existait et chaque possibilité existe bel et bien et se manifestera. Soit il n'existerait pas et rien n'existerait du tout. Il n'y a aucun juste milieu. Je ne savais pas que j'étais au beau milieu d'une expérience de mort imminente. Et je l'ai appris plus tard. Mais beaucoup de gens qui vivent des EMI parlent d'amour infini. Et c'est précisément ce sentiment-là que j'ai éprouvé en étant soumis à la mécanique de cet esprit infini. Pouvoir manifester. Des réalités infinies sur un temps infini sans aucune limite. Au cœur de tout ça, il y avait l'amour infini. Maintenant, comment cet amour infini s'est manifesté en des possibilités infinies? Eh bien, ça ne rentrera tout simplement pas dans une formule. Les physiciens, eux, ne le comprendront jamais. Mais cela se produit, oui, c'est précisément ce qui s'est passé. Et même avant l'accident de voiture, cette semaine où je percevais déjà des choses, j'ai commencé à prendre conscience que le niveau quantique constituait l'interface entre le monde non physique et le monde physique, vraiment très petit, par l'intermédiaire des plus petites particules élémentaires, mais même plus petits encore. Cette trame, c'est véritablement l'interface qui se manifeste au sein du temps, de l'espace et de la physicalité. Gary, laissez-moi vous demander, car votre EMI jusqu'à présent est différente de toutes celles que j'ai entendues. Vous avez en quelque sorte eu un aperçu de ce qui allait arriver. Vous vous connectiez aux moniteurs avant même de les avoir vus. Toutes ces sortes de choses métaphysiques vous arrivent. Et il semble presque que ce soit des précurseurs, un aperçu de ce qui va arriver. Au point où vous étiez sur le point d'être percuté. Et ils ont dit, « Tu nous fais confiance ?» Ils vous préparaient, en quelque sorte, genre, « Hé, tu vas recevoir ça, ça peut arriver, mais tu nous fais confiance. » Et vous avez dit oui, si vous n'aviez pas eu ça. Cet aperçu de tous les événements qui vous arrivaient. Si ces 7 gars débarquent et disent « Hey mec, tu nous fais confiance », vous auriez fait « Ah ». Probablement. Exactement. Et c'était donc une sorte de préparation, comme s'ils vous préparaient, chose dont je n'ai jamais entendu parler. Du moins, je ne m'en souviens pas après tant d'interviews sur les EMI. Pourquoi, selon vous, ont-ils fait ça pour vous et pas pour d'autres? Je n'en ai jamais vraiment entendu parler. C'est un scénario vraiment très unique. Oui, et vous avez raison. Aucune EMI n'est identique, bien que beaucoup d'entre elles se déroulent aux urgences. C'est similaire. J'ai été percuté de plein fouet par une voiture lancée. Vous savez, mais oui. Une voiture des années 70 qui n'était pas faite en plastique. Non, c'était une grosse et vieille voiture lourde. En fait, j'ai été poursuivi, vous verrez dans ce livre, j'ai été poursuivi par le propriétaire de la voiture. D'être resté devant. D'avoir été sur son chemin. Bien sûr, ouais, c'est un peu comme le voleur qui porte plainte parce qu'il s'est cassé le bras en essayant de s'introduire dans la maison. Évidemment, c'est dément. Mais, plus tard, c'était des mois plus tard, que j'ai continué. J'ai continué à demander à mes guides, pourquoi moi? Pas de problème. Oh là là, quel voyage absolument magnifique. Très bien, donc vous êtes de retour, alors revenons-y. Donc vous êtes dans ce vide bleu. D'accord, donc nous sommes dans le vide bleu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vois tout, je ressens tout. Je vois l'amour infini se manifester en une créativité infinie, des possibilités infinies sur un temps infini sans préjugés. Et c'est en son essence ce qu'est l'esprit infini. Tout le reste en est une manifestation. Et je ne sais pas, je suis moi, mais je suis juste en train de profiter de ça. Je n'avais pas l'impression d'être en train de l'observer. Vous étiez dedans. J'étais dedans. Je ne faisais qu'un avec ça. Soudain, je l'observais détaché et j'ai ressenti ça. Oh! Et je me suis senti être tiré au loin. Et je ne savais pas vers où on me tirait, ni pourquoi, ni d'où, mais j'aimais vraiment là où j'étais. J'ai alors écrit « Gravité spirituelle », car je me sentais irrésistiblement attiré quelque part. J'ai été ramené à travers cette lumière du tunnel, vous savez, et c'était toujours joyeux, mais je devenais un peu inquiet. Qui suis-je? À quoi bon continuer maintenant? De retour dans cette galaxie, dans cet univers, je voyais tous ces univers attirés par celui-ci, comme la lumière verte de votre moniteur là-haut. Il ressortait. J'y suis entré, ignorant encore mon identité. Je suis arrivé dans cet univers et j'ai commencé à tomber vers cette planète. Je ne savais toujours pas qui j'étais, mais ensuite, plus je me rapprochais de la Terre,
plus j'ai eu 3 séries d'images bien distinctes, des fiches comme des journaux qui défilent. La première, c'était toutes ces choses que nous vivons en ce moment. J'ai vu le Covid-19, j'ai vu le 11 septembre. J'ai perçu ces grands changements terrestres, notamment la lourdeur des conflits. Je veux parler du climat et de la guerre. Je n'ai pas forcément vu d'apocalypse nucléaire. Et je ne suis pas sûr de ce qui est gravé dans le marbre, absolument garanti et qui va se produire. J'ai tendance à croire qu'une grande partie est liée au libre arbitre humain, à ce que nous décidons. Mais j'ai vu tous ces troubles, ce chaos et cette confusion, des images, comme des journaux qui tournent, des flashs d'infos, puis j'ai vu une toute autre série d'images qui étaient du genre 100 ans dans le futur, 200 ans dans le futur, quand nous serons au cœur de l'ère du Verseau, et qu'il y aura la paix, l'éveil, l'espace et la technologie. Et nous avons résolu un tas de problèmes merdiques contre lesquels on se casse la tête aujourd'hui. Guerre, pollution, haine, etc. Mais on voit tous ces problèmes intenses aujourd'hui amplifiés et à leur paroxysme. Non pas pour être torturés, mais pour voir les failles du système et en nous-mêmes, afin de pouvoir les corriger. Parce que sans voir le problème, on ne répare rien, vous savez. Inutile d'avoir tout le scotch du monde si on ne sait pas où est la fuite. Vous savez, je vais vous dire ce que je veux dire. Quand j'étais enfant et que je grandissais, j'ai grandi dans les années 70 et 80. Et vous savez, on avait toujours... Le racisme a toujours été là, vous savez, sous-jacent, mais très caché. On entendait une blague raciste occasionnelle lors d'une fête ou des enfants dire des bêtises dans une cour, mais ça restait très discret. On n'aurait jamais entendu personne en public, aux yeux de tous, dire quoi que ce soit. Mais après 2012, on a commencé à entendre et à voir des choses comme ça, publiquement. Et ça s'intensifie. Donc tout ce genre de haine et tout ça, et c'est presque comme une maladie qui remonte à l'air libre pour que la lumière puisse la guérir. Mais cette partie précise, là où nous en sommes, ce qu'on traverse n'est pas amusant. Et c'est dans tous les domaines, de la religion à l'économie, la politique, les soins de santé, l'éducation, toutes ces choses-là, on commence à voir des failles dans ces systèmes. Alors que quand j'ai grandi, et sûrement quand vous avez grandi, c'était des institutions qui étaient infaillibles. Elles l'étaient. Elles avaient le dernier mot. Je veux dire, l'Église catholique, vous plaisantez? Vraiment? Comme la Cour suprême? Toutes ces choses-là, c'était juste comme des institutions qui avaient été juste bâties en granit. Et maintenant, eh bien, c'est très friable, très instable. C'est une période assez désagréable, mais je vous rejoins totalement. C'est nécessaire pour avancer. Ça nous montre ce qu'il faut régler, vous savez. Sans ça, impossible de réparer. C'est ça. Et nous? Je ne crois pas aux accidents ni aux coïncidences. Je crois absolument en la cause et les faits à tous les niveaux. Et on traverse ça. Pas par accident, pour qu'on puisse tous, vous savez, grandir et apprendre. C'est pour ça qu'on est venus ici. Si on ne traversait pas de défis ou d'opposition ou de changement ou de surprise, on serait plus bête que ce verre d'eau-là. C'est l'essence même de l'humain. Il faut un moteur. Il vous faut du contraste, il vous faut des obstacles. Vous avez besoin de quelque chose pour vous mettre au défi. Il n'y a personne qui traverse cette vie sans traumatisme d'une manière ou d'une autre. Tout le monde, si on est humain, traverse une forme de traumatisme. Dieu merci. Ouais, parce qu'on apprend de ça. Et ce n'est qu'en vieillissant qu'on regarde en arrière et on se dit, Dieu merci, cette mauvaise chose m'est arrivée. Dieu merci, vous savez, j'ai rencontré cette personne et elle m'a fait ceci ou cela parce que je suis qui je suis aujourd'hui à cause de ça. Pas drôle du tout. Quand ça arrive, pas du tout. Mais ça, c'était très utile pour la croissance. C'est comme quand on est à la salle de sport et qu'on soulève la répétition numéro 13 et qu'on a mal et que chaque partie de nos muscles fait mal, s'étire et tire. Ce n'est pas très confortable. Mais quand on se repose et qu'on y repense, ça a aidé à construire le muscle. C'est vrai. Alors, d'accord, vous aviez dit que vous aviez 3 séries d'images. La toute première, c'est bien ce que nous sommes en train de vivre, là. D'abord, le chaos total. La deuxième, c'était l'ère du Verseau et sa beauté. Et la troisième, elle parlait de moi. Je ne le savais pas à l'époque. Je me voyais en musicien, jouant dans différents lieux, dans différentes situations. Et à ce moment-là, en 1977, je luttais contre la dépression, essayant de trouver de bons concerts, vous savez. Alors dès que j'ai vu la 3e série d'images, je me suis dit « Waouh, est-ce que je connais ce gars ?» Et tout d'un coup... Il a l'air beau garçon.
Il est un peu perdu aussi. J'ai vu mon corps là dans la rue et les gens criaient et ce type roux qui me secouait. Et je me suis dit, c'est moi. Et j'ai sauté de nouveau dans mon corps. Exactement comme cela, en un simple claquement de doigts. Le conducteur, avec ses longs cheveux roux, se penche sur moi. Il hurle, il est terrifié, criant qu'il a tenté de freiner. Je venais juste d'être au paradis. Inutile de le dire, j'étais sous le choc ou surpris, mais je n'avais pas besoin de ça. Et donc je l'ai repoussé et il est tombé en arrière et a trébuché sur des gens. Et j'essayais juste qu'il me laisse tranquille. Je ne savais pas quoi faire. Vous vous êtes levé? Vous alliez bien? Oui, aucune égratignure ni douleur. Ouais, Percuté à pleine vitesse, et pourtant... pas une égratignure, pas la moindre douleur. Vous parlez d'étrange, et j'ai vu que sa voiture était en miettes, et ses passagers. Sa voiture est foutue. Ouais, la voiture qui m'a percuté, tout l'avant est complètement défoncé, le pare-brise est brisé. Et moi, je me retrouve là, debout, à me dire... Parfaitement bien. Parfaitement bien. Perdu. Mais je me suis dit, je vais juste rentrer chez moi à pied. C'est trop bizarre. Je ne peux pas gérer ça. On dirait quelque chose qui arriverait à Austin. Alors je commence à me retourner pour rentrer. Et ces gens disent, non, l'ambulance, la police, les flics. D'accord, je vais juste m'asseoir là, attendre une minute et leur expliquer. Donc, une seconde. Donc, quand on est rejeté dans son corps, c'est... D'après ce que j'ai déjà entendu et dans d'autres expériences de mort imminente, il n'y a absolument aucune douleur. Là-haut, de l'autre côté, la sensation de douleur n'existe absolument pas. Quand on est ramené de force dans cette réalité, non seulement on ressent la douleur tout de suite, mais vous n'avez ressenti aucune douleur. Avez-vous ressenti les... J'imagine que ce sont les limites du corps, si l'on compare. Instantanément, Oui, j'ai eu cette sensation. Je suis revenu instantanément. Je me sens lourd. OK? j'ai vu les gens crier et les voitures démolies. Je ne pouvais plus accuser personne. C'est moi qui suis descendu ici. Mais maintenant, je suis bel et bien coincé. Au lieu de simplement partir à pied, j'ai attendu l'arrivée de la police et de l'ambulance. Ils sont arrivés sur les lieux très vite. La première chose qu'ils font tous, c'est chercher un corps. Et moi, je suis debout à parler aux gens. Et j'ai dit, c'est moi que vous cherchez. Et tous les témoins font, ouais, c'est lui. Et comment tenez-vous debout? Sur mes pieds, comme vous. Et ils parlent aux témoins et ils me parlent me demandent ce qui s'est passé. Et à chaque fois que j'essayais d'expliquer ce qui venait de se passer, Non, pas possible. Vous leur avez dit, j'ai essayé. Mon Dieu, en 1970, En 1977, c'est incroyable, mais je n'avais rien car Monsieur, avez-vous fumé? ils étaient là, c'est sûr. Ils m'ont demandé si j'étais drogué. J'ai répondu que non, car aucune drogue ne produit cet effet. Et ça les a laissés sans voix. Et ils parlaient aux témoins, et les témoins ont raconté, et j'ai dit, je peux juste rentrer chez moi? Je ne suis pas blessé, personne. Non. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Ouais, il devait t'examiner. Ils m'ont fait des radios. Vérifier votre tête. J'allais très bien. Pendant que j'étais à l'hôpital, ils ont envoyé un flic pour me parler parce que, comme je l'ai dit, le conducteur a porté plainte parce que j'ai sauté et que je l'ai repoussé. Faut me laisser tranquille, mec. Je vais bien. Il a porté plainte pour. Eh bien, pour se protéger, parce qu'il venait de me percuter. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, j'ai un peu ignoré tout ça, à vrai dire. Et finalement, il y a un homme qui m'a dit « Écoutez bien, nous allons devoir vous interner dans un hôpital psychiatrique. » Et j'ai répondu « Très bien, d'accord. Je me fiche complètement de ce que vous allez faire de moi. Je viens tout juste d'aller au paradis. » Je veux vous arrêter là parce que, venant d'où je viens et de mon point de vue, à chaque fois que je parle à des gens dans le domaine spirituel et qui ont des expériences magiques comme ça, des expériences de sortie de corps, de canalisation et de capacité psychique, ce dont vous parlez. J'ai toujours dit, genre, si vous commencez à débiter ça à la mauvaise époque, vous allez vous faire jeter chez les fous. Eh bien, c'est exactement. Exactement comme... Oui, je viens d'aller au paradis, monsieur, par ici. Entrez juste dans cette cellule capitonnée, parce qu'en 1977, je crois que le docteur Raymond Moody je crois qu'il avait sorti le livre. À peu près. À cette époque-là. Et je ne connaissais même pas ce terme, bien sûr. Bien sûr, ouais. L'expérience de mort imminente n'était pas... C'est littéralement à la fin des années 70 que Raymond a inventé l'expression. Mais ce n'était pas dans l'air du temps. Vous auriez juste eu l'air absolument fou. Et il a manifestement pris quelque chose où il a vraiment des problèmes mentaux ou autres, et ils vous ont mis dans un hôpital psychiatrique. D'accord. Avant d'aborder cette partie de l'histoire, quand vous étiez de l'autre côté, est-ce que quelque chose
Avez-vous vu quelqu'un d'autre? Avez-vous vu des proches? Avez-vous vu des guides ou parlé à quelqu'un? Dans une certaine mesure, j'ai tout vu, mais je n'ai pas eu de conversation avec des âmes individuelles ou autres. C'est comme si j'étais passé du sous-sol au dernier étage, à travers le toit, puis de retour. Assez rapidement en temps terrestre, ça a semblé être un voyage infiniment long. Quand ça se produisait, mais je n'ai pas vraiment parlé ni interagi. Ce que je faisais, c'était. C'est presque comme si je traversais tout le processus créatif de comment nous sommes devenus humains et comment nous sommes arrivés ici, plutôt que de parler à mon oncle Joe ou quoi que ce soit. Genre, information, information, information. Et quelle quantité d'informations avez-vous ramené? Parce que j'ai entendu dire que souvent on obtient les secrets de l'univers de l'autre côté. Vous vous dites, mais ce matériel ne peut pas stocker tout ça. C'est tout à fait exact, oui. Avez-vous ramené quelque chose de concret? Beaucoup de choses, mais pas tout, évidemment. Impossible. Je ne peux pas. Vous savez, ce n'est pas possible. Mais parfois, comme quand j'ai vu, comme vous l'avez lu dans le livre, j'étais en Europe le 11 septembre et je jouais le dernier set. Avec mon musicien et un gars de Suède a dit « Mec, je crois que vous avez subi une attaque terroriste. » Et j'ai couru vers la salle du personnel juste au moment où le deuxième avion est passé et j'ai vu ça. Et tous ces gens autour de moi, dans ces uniformes bleus, tout d'un coup, j'ai eu un flashback. J'avais eu cette image en 1977 de cet avion traversant un bâtiment et de moi regardant la télé avec tous ces gens en uniforme bleu. Et là, quand j'ai vu ça, en revenant dans mon corps, l'une de plusieurs images. Je ne savais pas comment gérer ça. Je ne savais pas si c'était vrai ou faux, ou si ça arriverait ou pourrait arriver. Mais ce jour-là, quand c'est arrivé, je l'ai vu et ça m'a complètement scié. Donc maintenant, vous êtes chez les fous. Vous voilà en psychiatrie, j'ai été interné pour, je suppose, 72 heures ou un truc du genre. Non, ils m'ont imposé un placement de 10 jours. C'était 10 jours à l'époque. Mon frère, qui vivait ici en ville, et y vit toujours, quand ils m'ont mis en prison. Donc cette prison, où est-ce que c'était? Eh bien, d'abord, ils m'ont mis en prison parce qu'ils m'ont emmené des lieux jusqu'à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'allais devoir être interné. Ils devaient faire signer les papiers. Alors, ils m'ont mis en prison jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir une ordonnance légale de placement sous protection signée par un membre de la famille ou un juge, ou les deux dans ce cas. Et votre frère l'a signé? Je comprends. J'aurais fait pareil. Je n'aurais pas su quoi faire de moi. Ouais, vous étiez juste, c'était tellement... Ça ne me posait aucun problème qu'ils ne comprennent pas. Vous vous retrouvez placé pendant 10 jours. Que se passe-t-il donc à ce moment précis? Eh bien, je suis devenu un sacré animateur là-haut. J'étais à Shoal Creek ici, je jouais de la guitare pour eux tous, je leur parlais et je les divertissais. Ils m'appelaient Monsieur Sourire. Vous étiez en extase au retour. J'étais aux anges, tellement heureux, et je n'ai pas eu l'envie de m'en aller. Je me disais juste, hey, c'est le prochain chapitre de cette expérience folle, profites-en. Et puis vous êtes sorti et tout ça. Eh bien, au bout de 10 jours, ils m'amènent devant un groupe de, je ne sais pas, 5, 6 psychiatres et 4 ou 5 personnes qui travaillent avec eux dans le service. Et ils m'interrogent et ils veulent voir s'ils doivent me retenir et repartir pour 10 jours supplémentaires. Ou si vous êtes assez sain d'esprit pour être relâché. Et j'ai dit, je sais que vous ne comprenez pas mon histoire. Je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est la vérité absolue. Et je ne vais pas changer mon histoire pour sortir. Je suis sain d'esprit, je suis en bonne santé, je sais ce qui se passe, je viens de vivre une belle expérience et vous êtes des médecins et des psychiatres et vous devriez me poser des questions, vous devriez étudier ces choses-là, au lieu de décider si je suis assez fonctionnel pour rentrer chez moi ou pas. Bien sûr que je suis assez fonctionnel pour rentrer, et ils n'ont pas pu débattre. Ils étaient juste là, ouais. Vous étiez sain d'esprit. Ouais, et l'un des psychiatres que j'avais, il venait chaque jour. Ce baptiste très fondamentaliste. Il ne pouvait pas gérer Dieu, réincarnation, dons psychiques et vies antérieures. Alors il avait un peu de mal à me gérer, mais il avait 2 enfants, 2 fils qui avaient un problème. Ayant 6 frères, j'ai pu lui en parler. Il était stupéfait. Il m'a demandé « Comment savais-tu ça ?» Peu importe, mais voici la situation. Après 10 jours, il faisait partie de ceux qui devaient décider de mon sort, et il a dit « Oh, Gary va bien, il peut rentrer chez lui. » Je l'ai époustouflé, à certains égards, mais il savait que j'avais raison. Je lui avais parlé de ses enfants. Un autre niveau.
Ça a pas mal bouleversé sa vision du monde, oui. Bien sûr, la programmation avec laquelle il a été construit, n'est-ce pas, il ne pouvait pas gérer. Ça a complètement faussé. La fondation de ses systèmes de croyances. Mais pourtant, de l'autre côté, il se disait « ça aide ma famille, donc je ne peux pas ignorer ça ». Alors il est dans un scénario vraiment difficile. Je ne sais pas d'où ce gars sort ces trucs, mais il a tout juste. En fait, le docteur, quand j'étais, était à l'hôpital, aux urgences. Il ne savait pas quoi faire de moi. Ils m'ont emmené dans un coin et ce gars est entré et je connaissais son nom et où il avait obtenu son diplôme. C'était un psychiatre. Je savais tout. Il était sidéré. Comment savez-vous? Doc, en ce moment, je sais tout. Je ne peux pas l'arrêter. C'était bien ça. On allait finir par m'interner de force. En attendant les papiers officiels, j'ai été mis en prison provisoire. J'avais ma propre cellule, entourée de 8 ou 10 gars qui questionnaient tous le petit nouveau. « C'est quoi ton crime exact, mon pote ?» J'ai répondu avec franchise. On m'a pris en train de sauter vers des dimensions supérieures et l'esprit infini. J'ai totalement déliré. Ils en sont restés vraiment quoi? Qu'est-ce que tu prends? C'est qui ce gars? Ouais. Je peux en avoir un peu. Alors, dites-moi quelque chose sur mon cas. Là, monsieur Wimmer. Et j'ai commencé à parler de leur cas. Juste comme ça, du tac au tac. Vous aviez d'immenses facultés psychiques à votre retour. Ce sont ces capacités que vous avez ramenées. J'ai un peu toujours eu ça. J'ai pratiqué et travaillé là-dessus. Et ça l'a confirmé et m'a propulsé au plus haut niveau. D'accord. Cela a véritablement ouvert les vannes. Vous avez commencé à percevoir des choses bien au-delà du réel. C'est ça. On est en 1977. Vous revoilà dehors, dans le monde normal. Comment les gens autour? Et vous ne vous cachez pas, apparemment. Vous n'êtes pas resté dans le placard à ce sujet parce que beaucoup de gens ayant vécu une EMI gardent cette histoire. Pendant 20 ou 30 ans parce qu'ils ont peur de se dévoiler. Mais vous, en tant qu'artiste, vous n'avez peur de rien. Eh bien, je ne pouvais pas. Mes colocataires le savaient, ma famille le savait. J'étais à l'hôpital psychiatrique. Comment l'ont-ils pris? Et vous, avec eux? Du mieux possible, j'imagine. Et comment avez-vous géré? En comprenant qu'ils ne comprendraient pas ce que j'avais traversé. Je l'ai juste pris pour acquis. Vous n'allez pas comprendre ça. Vous n'allez pas saisir. J'avais moi-même du mal à comprendre ce que je vivais. Combien d'années avant de vous exprimer publiquement, d'écrire un livre, d'en parler, de faire des interviews? Combien d'années avant de commencer? Eh bien, la première année, il m'a fallu un certain temps pour m'en remettre. J'ai eu une autre crise environ 1 mois ou 2 plus tard, dans le livre. Cette fois, ils m'ont emmené à l'hôpital d'État d'Austin. M'ont donné de la thorazine parce que je n'arrêtais pas d'aller vers ce niveau de conscience supérieure et, Dieu merci, ma famille et mon médecin essayaient de me retenir sur cette planète. Et ça a marché. On dirait juste que vous faisiez l'expérience de ce niveau de bonheur dont vous ne compreniez absolument pas comment, ni même pourquoi Pas à ce moment-là. À cet instant précis, sans aucun point de repère, ni mentor pour vous éclairer sur ces faits étranges, vous étiez totalement perdu et vous ne compreniez absolument rien. J'ignorais qu'un terme existait, mais je savais que d'autres vivaient cela. Parce que, vous savez, j'ai été élevé dans la religion catholique. Les gens ont des expériences religieuses. Bien sûr, ouais. Wow, exactement. Donc, vous ne pouviez juste pas gérer. C'était simplement trop à cette époque. Et combien d'années avant de pouvoir un peu commencer? Ça ne me terrifiait pas. J'étais très heureux, mais je ne pouvais pas. Je ne cherchais pas spécialement à en parler. D'accord, donc vous étiez un peu... Sauf pour les initiés. Vous n'étiez pas du genre à aller crier dans tous les bars que vous étiez passé par la mort. Non, 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 non. Il vous a fallu des années avant de commencer à en sortir. Et il a fallu se réadapter progressivement à ce monde matériel, car on a vraiment l'impression que vous souhaitiez sans cesse retourner là-haut. C'est comme si j'étais revenu avec des lunettes 3D, style IMAX. On voit tout autrement. Ouais, vous voyez des choses. Je vois les choses de façon radicalement différente. Et avec la conscience qu'il n'y a pas de limite à la puissance que ces lunettes IMAX peuvent atteindre, il n'y a pas de limite à notre capacité de croissance. Il n'y a pas de limite à notre capacité d'évoluer spirituellement et psychiquement. Ce corps a une durée de vie limitée. Vous savez, ou combien de temps cette planète va durer. Mais il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui m'a vraiment sidéré. Numéro 1, numéro 2, des mois plus tard. Je n'arrêtais pas de demander à mes guides « Pourquoi moi ?» Pas de problème, mais pourquoi moi? Il fallait que je sache. Et des mois plus tard, c'est seulement la 2e fois que j'ai vraiment senti les moniteurs. Je jouais de la guitare sous mon Porsche. Ils sont apparus quelque part dans la cour devant et je pouvais à peu près sentir où ils étaient, mais je ne pouvais pas les voir. Soudainement, une lumière a jailli au fond de moi,
comme un laser. Ce n'était que pure lumière, accompagnée du défilement de ce film, comme dans Superman défilant au loin avec ses mots. Et il prononçait les mots avec cette même voix qui avait dit « Nous fais-tu confiance ?» Et c'était comme une seule voix, comme James Earl Jones, une voix grave, harmonieuse, protectrice, chaleureuse, apaisante. Ensuite, je l'ai entendu au moment de l'expérience de mort imminente, « Nous fais-tu confiance ?» à 2 ou 3 reprises. Et là, 8 mois plus tard, sous mon Porsche, je les ai sentis m'envoyer ce message. Et ils ont essentiellement dit en même temps que je lisais ça, et le vent s'est arrêté, la circulation s'est arrêtée, le temps s'est arrêté. Et ce message disait, en gros, tu as vécu cette expérience, tu voulais toujours savoir, tu posais sans cesse des questions, tu étais si curieux, tu explorais toujours, lisant ton propre dossier, tentant des lectures, et on a vu que tu pouvais supporter la vérité, on a donc décidé de t'emmener et de te ramener. C'est pour ça qu'il y avait les flics et l'ambulance pour t'ancrer ici. L'accident était le moment idéal pour t'extraire. Ce n'était pas un hasard, mais ce que j'avais moi-même demandé. Mais ils ont en quelque sorte conçu le scénario. Pas de problème, ça a marché. Je n'aurais pas pu penser à ça. Ou peut-être que je ne savais pas. Selon votre vision de l'au-delà, existe-t-il un plan de l'âme pour chaque vie terrestre? Et on m'a dit, j'ai entendu ça de plusieurs expériences de mort imminente, qu'il existe des points de sortie prévus dans nos vies. Si jamais notre vie ne nous convient plus du tout ou si nous nous égarons sur le chemin, plusieurs portes de sortie potentielles s'offrent tout naturellement à nous pour partir. C'est précisément à ce moment que l'expérience de mort imminente survient. On te propose alors soit de partir, soit de rester ici. Dans votre cas, c'était particulier. Vous aviez délibérément choisi ce scénario pour apprendre quelques leçons essentielles. Je ne crois pas aux accidents ou aux coïncidences. Donc je crois que ce qui m'est arrivé s'est manifesté sous une forme de cause à effet, probablement la mienne. Ça ne m'a pas été imposé comme absolument rien ne l'est. Mais j'ai bien eu la chance, le choix de dire oui. Les guides, je vous fais confiance. Nous fais-tu confiance? Et si j'avais dit non, c'est n'importe quoi. C'était inimaginable. Bouleversé, j'ai juste dit oui et après. Mais des mois plus tard, quand ils m'ont dit ça, ils ont dit tu as vécu ça parce que tu es prêt à y faire face. Tu es bipolaire. Ils ont dit tu dois surveiller ton intensité, tu dois surveiller ton alimentation. Et ils ont aussi dit que les choses que tu as vues, tu les verras de ton vivant. Et j'ai vu beaucoup de ce que j'ai vu sur ces images. Pourquoi pensez-vous qu'ils vous ont montré ça? Parce que ça n'a vraiment rien à voir, je ne pense pas, du moins avec cette montée au dernier étage, c'est tout. Si vous n'aviez pas vu ces images de ce qui allait se passer, l'expérience aurait tout de même été à peu près la même. Pourquoi pensez-vous qu'ils vous ont montré ça? Je pense que c'est parce que j'étais curieux, parce que c'est de toute façon ce qu'ils m'ont dit de toute cette expérience. J'étais curieux et je dois l'admettre. Quand j'ai commencé à lire Edgar Cayce vers la fin, vous savez, en 68, 69, quand j'étais à l'université, ça m'a un peu fait flipper. Il y a de sombres prédictions sur la révolution mondiale. Mais aussi, la façon dont il l'expliquait et en parlait donnait l'impression que, eh bien, il faut juste nettoyer cette nature humaine. C'est un choix, c'est une décision. C'est le karma humain. C'est simplement comme ça que ça marche ici sur la planète Terre. Alors oui, j'étais plutôt terrifié à l'université quand j'ai vu ça. J'étais plutôt terrifié à un certain degré quand je l'ai vu. Mais maintenant, dans la vraie vie, en temps réel, au moment où ça se passe, c'est logique pour moi. Nous devons voir les trous dans le bateau et les failles dans nos systèmes. Et c'est ce que nous vivons. Quel message avez-vous pour les gens qui sont en train de paniquer? Arrêtez de paniquer. Vous ne pouvez absolument rien faire face au fait que le monde est en pleine transformation. C'est juste comme ça, voilà. On ne peut absolument pas changer cela, pas plus que l'évolution humaine globale. Il est impossible de modifier le passé, les autres ou même les particules subatomiques. Mais nous sommes tous extrêmement puissants quant à ce que nous pouvons changer. Et c'est toujours notre volonté d'être ouverts, d'apprendre, de reconnaître, de grandir. Il existe un potentiel absolument illimité. Et ayant eu la très, très, très grande chance de l'avoir vu, je le considère comme un engagement dans ma vie d'encourager les autres à appuyer sur ce bouton.
Avez-vous tenté d'y retourner via la méditation? Oh, je méditais assez souvent, ouais. C'est fascinant. Mais dites-moi, y êtes-vous déjà réellement parvenu par vous-même? Pas à ce point, non. Mais trempez-y un orteil, oui. Ouais, je reçois des confirmations tout le temps. Et j'en ai demandé. Je demandais toujours des confirmations. Il y a eu alors, en fait, comme je vous le disais, un processus que j'ai décrit dans le livre appelé vérification. Je devais constamment vérifier, en quelque sorte, d'une manière difficile à expliquer, que j'étais toujours sur la planète, que je n'avais pas été emporté vers l'esprit infini, ce que je ne savais pas à l'époque, mais cette vérification, c'était comme si je me sentais devenir de plus en plus léger, flottant dans cette toute nouvelle perception de la réalité, un peu comme en apesanteur, vous savez. Pourquoi pensez-vous, Dave, que l'autre côté vous a non seulement donné cette opportunité dont nous avons un peu parlé, mais pourquoi pensez-vous qu'on vous met aujourd'hui un peu plus sous les projecteurs en faisant ces interviews, en publiant vos livres, ce genre de choses? Quel en est le but selon vous pour l'évolution de votre âme? Pour moi, c'est une. J'ai besoin de le faire. C'est une nécessité. J'ai été béni. On m'a montré certaines choses. J'ai traversé ma part de dépression, d'anxiété, de peur et de doute. Dieu merci, car maintenant je peux honnêtement en témoigner. Ce peuvent être des états temporaires. Nous n'avons pas à rester coincés là-dedans. Mais si on ne passait pas par là, on n'apprendrait pas à le surmonter. Donc, je suis totalement optimiste. Maintenant, je ne l'ai pas toujours été. Et j'encourage les autres à voir les choses de cette façon, car vous n'allez pas changer grand-chose à notre situation de vie. Mais nous pouvons changer les choses les plus importantes. Nos attitudes, notre perception, nos intentions, la façon dont nous regardons la situation. Ce n'est jamais la situation. C'est toujours la façon dont nous la regardons. Parce que votre façon de la regarder détermine la façon dont vous allez agir ou réagir face à elle. Avez-vous vu quelque chose de spécifique se produire dans ces 6 prochaines années, cette décennie? Parce que cette décennie a été rude jusqu'à présent. Cette décennie a été particulièrement rude, et les suivantes le seront tout autant. Mais l'humanité commence à comprendre qu'il devient vital de polluer beaucoup moins et de s'entraider enfin. On ne peut plus continuer à vivre sous l'ombre constante de la menace nucléaire. Nous devons surveiller tellement de choses. Alors, ouais, je suis optimiste parce que ce sont de vrais problèmes et de vrais enjeux. Et Dieu ne va pas descendre pour les résoudre. Dieu va peut-être nous donner la sagesse de le faire. Il nous a déjà fait le plus beau cadeau de la vie, le libre arbitre, vous savez. Et si vous n'arrivez pas à vous en sortir avec ça, vous savez. Ouais, c'est un peu comme si vous étiez juste. Je nous appelle toujours l'algorithme de Dieu. Ah ouais? Ouais, on part un peu faire nos trucs et on s'assoit là pour regarder ce que l'algorithme va faire parce qu'on ne peut pas vraiment le contrôler. C'est vrai, il est libre, il a il a le libre arbitre essentiellement dans les limites des paramètres qu'on a donnés à l'algorithme. Donc, il part un peu faire ses propres choses, mais il apprend, il se développe, il agit de lui-même et il surprend très souvent le créateur de l'algorithme. Edgar Cayce disait souvent que Dieu s'est mis en mouvement pour se contempler lui-même. Il s'est alors fragmenté en une infinité de possibilités créatrices, et c'est précisément ce en quoi je crois aujourd'hui. Parce que votre vie est la mienne, chaque atome, chaque quark, et tout ce qui s'est jamais produit et se produira, n'est rien d'autre que l'esprit infini qui se manifeste. D'infinie manière, nous faisons simplement l'expérience de la séparation. Et c'est la plus grande illusion de l'humanité, mais elle est bien réelle. Vous êtes assis là, je suis assis ici. Nous ne sommes pas dans le même corps. Mais l'illusion de la séparation est un défi. Et c'est aussi une idée fausse. Il n'y a qu'un seul esprit infini et nous en faisons partie. Comprendre et vivre cela n'est pas inné. Je n'y avais jamais songé avant que cette évidence ne s'impose brutalement à moi. Vous avez mentionné Edgar Cayce à plusieurs reprises. Et pour les gens qui ne savent pas qui il était, pouvez-vous nous faire un petit résumé de qui était M. Edgar Cayce? Probablement l'un des êtres humains les plus phénoménaux à avoir vécu au XXe siècle. C'était un photographe maladroit, mais quand il était enfant, il s'allongeait sur ses livres et il mémorisait tout le livre parce qu'il avait un gros problème de mémoire, de lecture. Et le lendemain, ses professeurs venaient et il connaissait tout le livre parce qu'il avait dormi dessus. Il a commencé à assimiler des choses très tôt. Il a vu un ange enfant. À la question « Que veux-tu faire ?» il répondit « Aider et guérir les gens. »
Et donc, en grandissant, il savait qu'il avait cette capacité psychique, sans savoir quoi en faire. Il a eu un problème de gorge, et je ne dis peut-être pas tout exactement dans le bon ordre, mais un hypnotiseur a suggéré que Case entre dans une de ses transes et se diagnostique lui-même, et il l'a fait. Sa voix a changé. D'un coup, il s'est mis à parler, et puis il est sorti de cette transe, et a eu de nouveau le même problème, mais il a suivi les directives qui étaient sorties de sa bouche 15 minutes plus tôt, et ça a marché. Et il a commencé à se faire connaître pour ses diagnostics de guérison. Et plusieurs personnes dans le pays ont commencé à lui écrire des lettres. Il a eu. En fait, il était à New York et s'est fait arrêter pour exercice illégal de la médecine. Ouais, vraiment. Mais il donnait chaque conseil médical qu'il offrait était très thérapeutique, très naturel. Des couleurs, des lotions, des sentiments, des pensées, des herbes pour le bain, des épices, de la méditation. Et il est devenu très célèbre. Et puis, à un moment donné, des gens ont commencé à lui poser des questions sur Dieu, l'univers et l'histoire, ce qui a ouvert tout le chapitre sur l'Atlantide, les pyramides, la relation entre tout ça. Et c'est devenu vraiment intéressant concernant le défi de l'homme sur Terre. Alors ouais, dès que j'ai commencé à lire ça à la fac, je me suis dit « Waouh, ce type détient la vérité. C'est logique. Ce n'est pas de l'arrogance moralisatrice du genre « ma façon de faire » ou rien. C'est « voici ce qui s'est passé. Et voici ce qui se passe. » Oui. Et ce n'est pas du tout fondé sur la peur. Oh, absolument oui. Et c'est la cause et l'effet. Et c'est tellement plus logique. Il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est logique. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Il n'y a pas de « je n'essaie pas de te contrôler et je n'essaie pas de te dire que tu dois m'écouter pour parler à Dieu. » Mais la vérité, c'est que nous le sommes. Je sais. Nous sommes des fragments, en quelque sorte. Aussi, juste pour que les gens comprennent bien, en quelle année sommes-nous? Ce n'est pas 1960. Monsieur Edgar Cayce, quand il faisait son travail, en quelles années faisait-il ce travail? Mort vers 1945. Donc, il faisait ça dans les années 20, les années 10 et 20. Ouais. Alors, si vous deviez être jeté à l'asile en 1977, pouvez-vous imaginer ce qu'Edgar a dû traverser pendant ces années-là? Heureusement, il était très entouré. Pour le protéger, lui, et tout ça? Et enregistrer toutes ses lectures, les mettre par écrit. Ouais, il y a encore une organisation d'Edgar Cayce que vous pouvez aller découvrir et lire toutes ces... Ouais, je fais partie du site edgarcayce.org et vous pouvez lire toutes ces lectures qu'il a réalisées durant toute sa vie. Et personne n'est précis à 100% sur l'ensemble des choses. Grâce au libre choix. Parce qu'on a le libre arbitre. Ouais. C'est le truc avec les médiums, les gens se disent toujours « Oh, elle s'est trompée ». Moi, je me dis, ils ne voient que l'essence de ce qui pourrait être, pas ce qui va se passer. À moins d'un truc comme le 11 septembre, ça allait arriver parce que l'énergie du monde allait tellement loin dans cette direction que c'est peu probable que ça change. Mais si vous allez, vous savez, marcher à gauche, à droite, dans une heure, c'est vraiment difficile à trouver comme ça. Donc, ces choses plus grandes comme vous allez déménager à New York. D'accord. Actuellement, votre énergie vous guide. Dans un an, vous emménagez à New York et rencontrez l'individu qui transformera votre vie. Ce sont des énergies qui avancent. Donc, mais vous savez s'activer autant... Libre arbitre. Oui, et à tout moment, vous vous dites, je vais aller à Los Angeles. Oui, et tout pourrait changer, vous savez. Elle a vu un changement. J'ai confondu la ville, ce genre d'erreur. Donc, j'ai eu affaire et j'ai parlé et j'ai eu plein d'expériences avec des médiums et les gens font toujours « Ah, c'est pour ça qu'ils l'ont eu. » Moi, je me dis, c'est pas une science parfaite. C'est parce que c'est tout simplement... Cet art, il repose entièrement sur votre libre arbitre. Je le répète aux gens sans cesse. Malgré tout ce que je peux vous dire, vous pouvez très bien partir. Vivre à Miami dès demain. J'en doute fort, mais rien n'est jamais sûr. Mais vous savez, le pouvoir du libre arbitre, c'est vraiment la chose la plus incroyable qui soit, parce que c'est là que nous avons réellement du pouvoir. Pas dans tout ce que nous ne pouvons pas contrôler, non, mais plutôt dans la façon dont nous nous percevons la vie, les autres, l'univers. Et peu importe comment on l'a perçu hier, on peut le percevoir différemment aujourd'hui. C'est très vrai. Vous avez aussi écrit un autre ouvrage nommé Lithomancie. Merci beaucoup pour ça. Lithomancie, l'art psychique de la lecture des pierres. Je suppose que cette compétence est revenue avec vous.
où? J'ai commencé à faire des tirages dès le début des années 70 en utilisant simplement des cartes à jouer tout à fait classiques. Donc, c'est comme une forme de ce tarot, mais... Un peu, ouais. D'accord. Mais j'ai en quelque sorte développé mon propre système. J'ai lu quelques livres simples, faciles sur comment utiliser des cartes à jouer normales. Et c'est un symbole, c'est une technique que vous pouvez apprendre pour interpréter n'importe quoi à partir de n'importe quoi. Je ne le savais pas à l'époque, mais maintenant si. Comme le marque de café et toutes ces choses-là. Le monde entier est symbolique. Et quand je traversais mes 7 jours avant cette expérience de mort imminente, avant la voiture, je voyais tout en termes de symbolisme. Et c'est comme ça que notre subconscient et nos guides nous parlent. Exact, il ne téléphone pas. C'est aussi ce à quoi les médiums sont confrontés. Et même parfois, les channelers, ils vont voir des images et ils doivent interpréter ces images. Parce qu'ils ne vous disent pas, par exemple, Bob va déménager à New York, vendredi à 6 heures précises. C'est pas ce qu'ils font. Ils vous montrent une image et puis vous devez en quelque sorte interpréter ça. Dans le tarot aussi. Vrai, j'ai beaucoup de ressenti sur les choses, mais je m'exerce, je veux capter des choses. Il y a 10 ans, et c'est de l'entraînement. Il y a 10 ans, dimanche matin, il y a 12 ans. Je regardais les infos du matin, c'était fini, j'ai coupé le son de la télé. Le football américain a commencé. Je suis pas un gars du foot, je me fiche de qui est sur quelle base ou autre. Mais j'ai commencé à imaginer qui allait prendre le ballon ensuite. Et j'ai commencé à réaliser que je pouvais deviner qui allait prendre le ballon, où ils allaient le lancer environ 60-70% du temps. J'ai commencé à noter les scores. Mon colocataire, mon frère, voulait que je commence à parier là-dessus. Pas comme ça. Non, je suis juste. C'est un exercice gratuit, absolument impossible et partiel. Je peux couper le son et pratiquer ma capacité psychique. Mon intuition sur l'action était-elle bonne? Et c'est tout ce que je fais. Je veux pas gagner de l'argent avec. J'essaie juste. C'est. C'est l'autre chose que les gens ne comprennent pas avec les capacités psychiques. Ils se disent, bon, si tu sais tout, alors pourquoi tu ne prends pas juste les numéros du ticket de loto et tu t'en vas? Tu sais, genre, c'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas utiliser ce genre d'énergie ou de capacité pour quelque chose d'une fréquence aussi basse. Ce sont toujours les intentions qui comptent. Et les intentions reviendront toujours vous récompenser ou équilibrer les choses ou vous faire payer l'addition. Très vrai, très vrai. Alors, Gary, je vais vous poser quelques questions que je pose à tous mes invités. Selon vous, qu'est-ce qu'une vie épanouie? La gratitude. D'abord, tellement d'entre nous ont beaucoup de chance. Nous ne vivons pas en Ukraine. Vous et moi, ci ou à Gaza, c'est tellement de choses difficiles. Gratitude, gratitude, éprouver de la gratitude. Car tant qu'on est vivant, on continue d'apprendre. Une fois mort, on se retrouve au ciel. Le problème est alors définitivement réglé. Ça peut être gagnant dans tous les cas. Gratitude, numéro 1. Et j'ai appris ça, en fait. Il y a environ 2 semaines, il y avait un gars qui me demandait comment je capte mes guides. Et j'ai dit, eh bien, c'est vrai. Juste avant de vous appeler, je méditais sur la gratitude, en disant « Merci, l'univers, merci ». Et ma copine est dans la cuisine en train de préparer quelque chose, et je l'ai entendu faire « ping » sur une poêle. Et j'ai fait « merci ». C'était une confirmation « bing, bing ». J'ai fait « c'est quand même plutôt chouette. Vous me parlez tout le temps, les gars, bing, bing, bing ». Il n'y a absolument pas d'accident. Non, il n'y en a pas. C'est une cause et un effet immédiat. Et le monde fonctionne comme ça. Et si on pratique ça et qu'on y croit et qu'on s'y ouvre, on peut accomplir des miracles. Mais pourquoi pas nous, après tout? Pourquoi pas? C'est une très belle réponse. Quel conseil donneriez-vous au jeune Gary si vous pouviez remonter le temps? Question difficile, je ne sais pas trop. Probablement, tu apprendras et comprendras. T'inquiète pas pour ça, ça te trouvera. Pas de stress. Oui, ne te prends pas la tête, tout simplement. Tu sais, Comment définissez-vous Dieu ou la source? un esprit infini, une créativité infinie, illimitée, impartiale, complètement infinie. Et au cœur même se trouve l'amour infini, c'est la graine qui fait que le pouvoir infini existe. Et le pouvoir infini et la créativité infinie nous ont donné à vous et à moi l'opportunité d'être des âmes individuelles. Qu'est-ce que l'amour?
C'est le lieu unique d'où tout provient. J'ai été vraiment surpris quand j'ai commencé à lire davantage sur d'autres personnes qui ont eu des EMI parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en 77. Ça a pris un moment. J'étais un peu seul. Je ne connaissais pas Moody, ni la vie après. Vous savez, ses livres et tout ça. Je ne l'ai réalisé que bien des années plus tard. Mais ayez la foi. Demandez, demandez, demandez. Pour apprendre, demandez simplement à vos guides. Les religions disent souvent « demandez et vous recevrez ». Rien n'arrive jamais tout. Seul, et on ne reçoit pas tout gratuitement sans avoir osé solliciter une aide. C'est pas ce qu'ils disent. Non, il dit de demander. Il faut être proactif, parce que nos guides et notre esprit supérieur, ils respectent le libre arbitre. Ils ne piétineront pas notre libre arbitre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vous taperont pas sur l'épaule et ne vous donneront pas des surprises et des imprévus. Parce que si on ne passait jamais par des surprises et des imprévus, on n'apprendrait jamais de nouvelles choses. Parfois, c'est une tape, parfois un accident violent. Absolument. Et quel est le but ultime de la vie? Manifestation, expression, individuelle et collective. L'esprit infini n'avait rien d'autre à faire que d'être tout. Il le pouvait. Pourquoi pas? Et non seulement c'est tout, mais tout à l'heure, quand vous bougiez vos mains, j'y pense beaucoup. Bougez ma main ainsi. Créer un univers spécifique. Et si je bouge ma main de cette autre façon, j'ai co-créé un univers avec cet effet. Et ce sont des univers différents. Le multivers. Le multivers simultanément. Des milliards et des univers illimités qui se déploient. Et de notre point de vue, c'est plutôt fluide. C'est fascinant de voir comment le concept du multivers et des réalités parallèles est tellement dans l'air du temps en ce moment à cause des films populaires et de toutes ces histoires qu'on nous raconte. C'est ce qui est en train de se passer. C'est vrai. Mais en 1970, parler du multivers était rarissime. C'est ça. Ils auraient dit, mais qu'est-ce qui leur a pris? Remettez-les dedans, remettez-les dedans. Ce genre de choses, vous voyez. Alors, Gary, où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous? Et comment faire pour se procurer votre livre « Une seconde dans l'éternité » et... Lithomancie. Lithomancie. Comme une lithographie, oui. Ces deux livres sont disponibles, bien sûr, sur Amazon et sur Kindle. Voir Une seconde dans l'éternité, lithomancie. Lithomancie. Vous pouvez les trouver sur Amazon et Kindle. Et Une seconde dans l'éternité est une histoire vraie. Il y a, comme je l'ai dit, les rapports de police à la fin que vous pouvez voir. Le livre sur la lithomancie est un peu comme un manuel. Il vous montre comment apprendre à lire les pierres et les motifs. Et même en Europe, j'ai vécu en Europe dans les années 90, beaucoup de gens là-bas me demandèrent de faire des tirages, et parfois je n'avais pas mes pierres avec moi. Alors j'ai commencé à faire des tirages avec tout ce que les gens posaient sur une table. Je disais, je vais aller là-dedans me faire du thé. Et vous voulez une lecture, mettez une boucle d'oreille. Une corde de guitare, un verre de thé, une cuillère. Aligner, quelques trucs ici, et je reviens dans 1 minute pour lire ça. Et je pouvais. Je pouvais lire ce qu'ils avaient posé sur la table. Et j'ai vraiment cru que tout le monde a cette capacité, mais je n'y avais jamais pensé. Jusqu'à ce qu'en 77, je réalise que tout pouvait être un portail vers l'esprit infini. Je ne le savais pas alors. Mais peu après, j'ai fait l'expérience de l'esprit infini, et j'ai fait « Wow !» Il y a un portail là pour moi. Il y a un portail là pour tout le monde. C'est pas comme si vous descendiez acheter un billet pour un film et que vous entriez. Je ne sais pas comment les gens peuvent obtenir un billet. Je n'ai pas la réponse. Mais soyez reconnaissants et demandez. Et auriez-vous un dernier message à adresser au public? Soyez inspirés. Ne vous sous-estimez jamais. Jamais. Au grand jamais. Ne vous sous-estimez. Vous voulez du vrai pouvoir? Il y a un seul endroit où il se trouve. À l'intérieur. Votre cœur, votre esprit, votre âme, peu importe ce qui s'est passé hier, ça ne doit pas nécessairement se répéter. Et même si ça arrive, vous n'êtes pas obligé d'être dans le même état d'esprit qu'hier. Vous pouvez l'être. Mais c'est le libre arbitre, c'est le choix, le don le plus puissant. Si on utilise notre libre arbitre correctement, on peut surmonter beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, grandir, apprendre, évoluer, en faire un monde meilleur. Bâtissons ensemble un avenir résolument positif. Nous vivons actuellement un immense
défi à l'échelle mondiale, c'est une véritable révolution pour nous tous. On ne va pas changer ça, mais on peut changer. Qu'on en soit terrifié ou qu'on en soit éclairé, lequel va vous faire vous sentir mieux? Gary, ce fut un plaisir absolu de vous avoir ici et d'avoir cette conversation avec vous. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Merci d'aider à éveiller la planète, mon ami. Toi aussi, mon pote.